Bonjour à tous, chers élèves de première. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la partie numéro 2 de notre leçon H5 sur la mise en œuvre du projet républicain sous la Troisième République de 1870 à 1914, la Première Guerre mondiale. Alors, dans la première partie, nous avions vu que les débuts de la Troisième République étaient particulièrement difficiles. Tout d'abord, elle est proclamée le 4 septembre 1870 dans un contexte de guerre contre la Prusse. La Prusse a envahi le territoire français et la France finit par perdre cette guerre en signant un armistice. Après cela, la ville de Paris se soulève, c'est la Commune de Paris. Cette Troisième République va finalement écraser cette insurrection dans le sang. Et en plus de cela, la République rencontre également une difficulté majeure, c'est-à-dire que cette Troisième République n'est pas gouvernée par des républicains dans un premier temps, puisque, comme vous le savez bien, ce sont les royalistes qui l'emportent lors des premières élections organisées sous la Troisième République. Et finalement, après moult péripéties, les républicains parviendront réellement à prendre le pouvoir en 1879. Ce qui nous emmène donc à cette partie, désormais que la République est gouvernée par des républicains, elle va pouvoir s'enraciner, c'est-à-dire véritablement s'imposer dans la durée, en mettant en place de grandes lois notamment, en se basant sur les principes hérités de la Révolution de 1789. C'est donc ce que nous allons voir dans cette partie, de 1879 à 1914. Alors tout d'abord, cette Troisième République va s'affirmer en proclamant de grandes lois qui assurent les libertés fondamentales des Français. Liberté fondamentale, c'est-à-dire liberté d'opinion, liberté de s'exprimer, etc. Pour illustrer ces grandes lois, je vous passe tout de suite un petit extrait vidéo. Dès le début de la Troisième République, ses fondateurs travaillent à la protéger et à la faire durer. De quelle manière s'y prennent-ils ? Les républicains édictent des lois qui ont pour mission de renforcer la démocratie en accordant plus de liberté. Alors que la société se transforme, que la vie s'accélère et que les progrès techniques se développent, de 1881 à 1884, des lois successives vont garantir des libertés fondamentales. La liberté de la presse garantit le droit d'informer et d'instruire chaque citoyen. Les lois sociales garantissent aux citoyens électeurs un minimum de bien-être et de loisirs. C'est le droit de créer des syndicats dans le domaine professionnel en 1884. Puis, dans le domaine privé, de se réunir et de créer des associations en 1901. La Troisième République a donc mis en place de grandes lois proclamant les libertés des individus, des lois qui existent toujours et qui réglementent toujours votre vie au quotidien. Donc, liberté de la presse, liberté de réunion, la même année, 1881, liberté syndicale, 1884, qui permet alors notamment aux ouvriers de s'associer pour défendre leurs droits, mais également liberté de fonder une association en 1901. Ces lois existent toujours aujourd'hui. Alors, en plus de ces lois qui proclament les libertés, la Troisième République a également pour objectif de renforcer le suffrage universel. Vous avez ici, je vous ai inscrit une citation de Georges Clemenceau, qui à l'époque est député, puis il deviendra après président du Conseil, c'est l'équivalent du Premier ministre, et qui a dit « le souverain, c'est le suffrage universel ». Ça doit faire écho dans vos souvenirs au discours que nous avions regardé de Victor Hugo, qui proclamait la beauté du suffrage universel à l'Assemblée nationale. Pour cela, la Troisième République va décider notamment d'étendre le suffrage universel aux élections municipales. C'est-à-dire qu'auparavant, le maire des communes était choisi par un conseil municipal qui était lui-même nommé par le préfet, donc représentant de l'État. Là, on modifie la donne, et c'est ce que vous avez encore aujourd'hui. Désormais, les citoyens vont voter au suffrage universel pour les conseils municipaux, qui après nommeront le maire. Alors, cette Troisième République, qui est censée vouloir renforcer la démocratie, exclut toujours du droit de vote et du droit de se présenter aux élections plus de la moitié de la population, puisque les femmes n'ont toujours pas le droit de voter ni de se présenter. Ces droits sont réservés aux seuls hommes âgés de plus de 21 ans. Alors pourquoi ? Elles sont encore victimes de préjugés extrêmement tenaces partagés par de nombreux hommes, et notamment politiques. Alors l'un des principaux préjugés qui explique qu'elles soient exclues de ce suffrage n'est autre que l'on considère que les femmes sont trop proches de l'Église, elles discutent trop avec les prêtres, avec les curés, et que donc du coup elles seraient plus facilement influençables pour souhaiter un retour à la monarchie en France. C'est pourquoi on continue à les maintenir à l'écart du suffrage universel. Alors ces femmes
vont néanmoins se soulever, vont s'organiser afin de demander le droit de voter et de se présenter. C'est le mouvement qu'on appelle souvent sous le terme de suffragettes, car demandant le suffrage universel. Pour cela, elles vont utiliser les libertés nouvellement acquises grâce à la Troisième République, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté d'association, etc. Elles font parfois des mouvements, comme l'Union française pour le suffrage des femmes. Ici, vous trouvez l'une des affiches réalisées par ce mouvement, où vous voyez ceux qui n'ont pas le droit de voter, les assassins, les voleurs, les fous et les femmes. Dans ces mouvements, les femmes sont parfois soutenues par des hommes politiques, notamment Victor Hugo a soutenu le vote des femmes. Alors parfois, afin de protester contre cette injustice politique, elle réalise des actions spectaculaires. Ici, vous trouvez la photographie d'une des grandes suffragettes françaises, qui n'est autre que Hubertine Auclair. Elle, en 1908 notamment, va rentrer dans un bureau de vote et va renverser les urnes dans lesquelles on trouvait les bulletins de vote. Action, ma foi, assez spectaculaire. Certaines autres femmes ne vont pas hésiter à se présenter à des élections en mettant notamment leur programme, etc., en les affichant. Évidemment, il s'agit de candidatures symboliques qui ne sont en rien retenues. À la fin de notre chapitre, en 1914, début de la Première Guerre mondiale, les femmes n'ont toujours pas le droit de voter ni de se présenter. En plus de proclamer de grandes lois qui affirment les libertés des Français, cette République, cette Troisième République, va également s'affirmer comme égalitaire et laïque. Donc, dans un premier temps, l'objectif des républicains est de permettre à tout individu de s'élever dans la hiérarchie sociale. Comment s'élever dans la hiérarchie sociale? Comment un enfant d'ouvrier, par exemple, peut-il arriver à faire de longues études pour devenir médecin ou que sais-je, enseigner et autres? C'est grâce à l'éducation. Et donc, ce qui nous emmène évidemment à la mise en place d'une école gratuite, laïque et obligatoire pour tous les enfants de France. Attention, on parle bien ici d'école primaire, avec les lois scolaires mises en place par Jules Ferry, alors ministre de l'Instruction nationale, l'ancêtre de l'Éducation nationale, de 1881-1882. Cette école est donc obligatoire pour tous. Attention, je vous l'ai dit, seulement l'école primaire. L'école secondaire est encore payante et est donc réservée très souvent aux élites de la nation puisqu'il y a très peu de bourses. Alors cette école de la Troisième République, nous venons de le dire, elle est laïque. Néanmoins, Jules Ferry n'est pas pour autant anti-religion. C'est-à-dire qu'il va par exemple ajouter un jour de repos pour chaque enfant, en plus du dimanche, au cours duquel, s'ils le souhaitent, les enfants pourront se consacrer à leur éducation religieuse. De plus, les parents, dans l'obligation de scolariser leurs enfants à l'école primaire, peuvent également, s'ils le souhaitent, scolariser leurs enfants dans des écoles privées et religieuses. Il n'y a aucun problème à cet égard. Alors, pour la République, l'égalité de tous passe également par la possibilité pour chaque citoyen de contribuer à la sécurité du pays, de la nation française. Pour cela, en 1905, le service militaire devient obligatoire pour tous les hommes. Auparavant, il y avait notamment des tirages au sort, c'en est fini, et il y avait également de nombreuses dérogations qui étaient souvent acceptées pour les gens les plus aisés. Par ailleurs, cette République qui s'affirme comme égalitaire par le biais de l'instruction, mais également du service militaire, s'affirme également comme laïque. Cette laïcité s'est faite de façon progressive. Elle a débuté à l'école, notamment avec les lois scolaires de Jules Ferry. Puis progressivement, 2 ans plus tard, dès 1884, les emblèmes religieux sont retirés de tous les lieux publics, par exemple. Mais cette laïcité sera pleine et entière à partir de 1905, c'est-à-dire que la France va s'affirmer et s'affirmera toujours, encore jusqu'aujourd'hui, comme un État pleinement laïque, avec une Église et un État complètement séparés. C'est la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 qui a été portée par cet homme, un député socialiste qui s'appelle Aristide Briand. Cette loi, cette caricature, je vous l'avais montré dès l'introduction de la leçon, elle ne sera pas acceptée par tous et notamment elle sera condamnée par le pape qui ne va pas hésiter notamment à appeler les catholiques pour qu'ils se soulèvent pour protester contre cette loi. Néanmoins, Georges Clemenceau, que vous avez juste ici, va parvenir progressivement à apaiser les tensions avec l'Église et cette loi de laïcité et cette valeur centrale fondamentale de la République française sera acceptée. Donc pour terminer cette partie, nous allons désormais parler de la diffusion du message républicain. En effet, en parallèle des grandes lois mises en place par la Troisième République, il y a également une volonté très très forte de transmettre
les valeurs républicaines pour que la nation française s'approprie cette République et se sente pleinement républicaine. Alors pour cela, tout d'abord, la Troisième République va s'attacher à de nombreux symboles qu'elle va multiplier. Donc, parmi ces symboles, nous avons la multiplication notamment des places de la République. Et je suppose que vous êtes déjà passé sur une place de la République. Ici, je vous ai mis l'illustration de la place de la République de Paris qui a été inaugurée en 1879. Le buste de Marianne, allégorie de la République française, Marianne, est diffusée partout, c'est-à-dire qu'on la trouve notamment dans toutes les mairies de France, elle apparaît également sur les timbres, etc. etc. L'objectif est alors encore que les Français se reconnaissent dans la République. En 1879, la Marseillaise est également adoptée comme hymne national de la France. Cette Marseillaise fait alors le lien avec la Révolution française de 1789. De la même manière, en 1880, on adopte le 14 juillet comme fête nationale. Alors, on en avait déjà parlé, le 14 juillet, nous ne fêtons pas la prise de la Bastille de 1789, mais en réalité, nous fêtons le 14 juillet 1790, c'est-à-dire la fête de la Fédération, une grande fête organisée sur le Champ de Mars à Paris, là où maintenant vous trouvez la Tour Eiffel. Au cours de laquelle la nation française s'est rassemblée, alors à l'époque autour du roi, en tout cas Louis XVI, puisqu'on croyait qu'une réconciliation était possible à ce moment-là, et on a célébré du coup la réconciliation de la nation. C'est cette fête qui est adoptée comme fête nationale, et c'est ce que du coup nous fêtons tous les 14 juillet en France encore aujourd'hui. De la même manière, la même année, toujours dans cette optique de réconciliation, tous les anciens communards qui avaient survécu, et qui avaient pour une grande partie été exilés en Nouvelle-Calédonie, comme Louise Michel notamment, sont alors amnistiés, c'est-à-dire que la République française supprime toutes les poursuites à leur encontre et leur permet de revenir sur le territoire métropolitain de la France. Alors, pour enraciner cette toute nouvelle République qui souhaite véritablement durer, il faut également construire des modèles, des hommes références auxquels la nation, auxquels les citoyens peuvent véritablement s'attacher. C'est très important pour construire une conscience collective. Alors parmi ces hommes qui vont servir de modèle, on en a un évidemment, Victor Hugo. Victor Hugo, vous le savez, il a commencé en soutenant la monarchie constitutionnelle, puis il a progressivement évolué pour devenir pleinement républicain. Il s'est investi, il a dénoncé notamment la misère dans laquelle se trouvait le peuple français, etc., etc. Tout un tas de combats républicains qu'il a menés. Ces combats républicains l'ont même obligé à s'exiler, à quitter la France suite à sa contestation du coup d'État réalisé par Louis-Napoléon Bonaparte pour devenir après Napoléon III. Victor Hugo, lorsqu'il revient en France avec la proclamation de la Troisième République, il est encensé par le peuple et notamment par le peuple très populaire. C'est-à-dire que comme il a défendu notamment les droits des ouvriers, il est aimé, vraiment apprécié par une énorme partie des Français. La Troisième République se sert donc de cela. Alors notamment Victor Hugo, à savoir, c'est l'un des rares personnages de l'histoire française qui a vécu de son vivant dans une rue qui existe toujours, la rue Victor Hugo à Paris, qui portait son nom. Pendant 3 années, il a vécu dans sa propre rue Victor Hugo. Donc en 1885, Victor Hugo meurt. C'est alors un choc pour une grande partie de la nation française et la Troisième République se sert de cette mort pour s'affirmer et construire encore davantage le modèle républicain. C'est-à-dire que des obsèques nationales sont organisées, immenses obsèques nationales. Le corps de Victor Hugo repose pendant des heures sous l'Arc de Triomphe. Entre 1 et 2 millions de personnes vont venir se recueillir sur ce corps. On organise également un immense cortège, une immense manifestation qui va traverser une grande partie de Paris en hommage à Victor Hugo, toujours. C'est une manière d'unifier cette nation autour de ce grand personnage républicain. Et là, chose inédite et qui n'a jamais été reproduite depuis, juste après ces obsèques, le corps de Victor Hugo est de suite amené au Panthéon. Alors le Panthéon, vous devez le savoir, auparavant c'était une église. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui rend hommage aux grands hommes de la République française. Normalement, les corps sont enterrés dans le cimetière qui correspond à votre lieu d'habitation ou encore incinérés et les cendres demeurent chez quelqu'un de la famille.
Ici, ce n'est pas le cas. Le fait de placer tout de suite Victor Hugo dans ce grand bâtiment qui rend hommage aux grands hommes de la République permet encore d'accentuer le mythe autour de Victor Hugo qui devient bel et bien un personnage emblématique de la République française et qui permet alors à la nation de s'attacher à un personnage modèle. Alors, autre façon de diffuser les valeurs de la République, nous avons l'école et l'armée qui jouent un rôle absolument majeur. Alors avant de parler plus longuement de l'école, parlons tout d'abord de l'armée. L'armée, avec le fait qu'il y ait ce service militaire obligatoire pour tous, cela permet déjà aux différentes classes sociales de se retrouver, de se connaître. Et cela permet surtout de transmettre un patriotisme important, notamment en vue de la revanche envisagée contre l'Allemagne. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu plus sur l'école comme vecteur de transmission des valeurs républicaines. Alors ici, je vous ai mis une photographie qui illustre une classe de la Troisième République. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école? On enseigne évidemment le calcul, on enseigne l'histoire, la géographie, etc., etc., les sciences. L'histoire joue alors un rôle majeur dans la diffusion de ces valeurs républicaines. Étudier quelques héros, quelques personnages majeurs, quitte parfois à quelque peu modifier la réalité et la véracité des faits. Dans les héros qui vont être mis en avant sous l'école de la Troisième République, nous avons notamment Vercingétorix. Pourquoi Vercingétorix? En fait, il va y avoir un espèce de parallèle réalisé entre Vercingétorix, cet homme qui s'est battu corps et âme, gaulois, a rassemblé tous les Gaulois, toute la nation gauloise, contre l'ennemi, l'envahisseur romain. Je pense que vous comprenez le rapprochement qui est fait de fait avec les républicains qui se sont battus corps et âme sur leurs opposants, notamment royalistes, pour affirmer la République et du coup permettre à la nation française de véritablement se souder. On enseigne ceci notamment. Le français, l'enseignement du français joue également une place majeure dans cette constitution de la nation puisqu'il permet aux langues locales, elles, de diminuer. Alors, vous voyez dans cette salle de classe, on a également évidemment la carte de France. Tous les Français de France doivent connaître les montagnes, les fleuves, etc. On crée une forme de patriotisme aussi, évidemment. Vous avez ici la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hop, et puis on enseigne aussi à l'école de la Troisième République la morale. Cette morale laïque remplace alors l'enseignement religieux. Ici, je vous ai mis une illustration absolument magnifique d'un cahier d'élèves d'une classe de CM1. Et vous pouvez voir de fait cette petite place accordée à la morale et puis après on a l'arithmétique notamment. On va lire cette morale enseignée. Devoir de l'enfant à l'école. Si vous voulez acquérir à l'école l'instruction et l'éducation que vous venez y chercher, vous devez être assidu, exact, attentif, docile et travailleur. Voilà l'école de la Troisième République. Donc, j'espère que vous êtes surpris et toutefois admiratif de cette magnifique écriture et de la tenue absolument parfaite de ce cahier pour un élève de CM1. Nous avons donc terminé cette deuxième partie. Vous l'aurez compris, après des débuts très difficiles, cette Troisième République s'affirme pleinement avec des grandes lois en instaurant les libertés, l'égalité, la laïcité, malgré quelques petites nuances, pensons notamment aux femmes qui n'obtiennent toujours pas le droit de vote, et diffuse ce message républicain par le biais de symboles, mais également par le biais de l'école. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour la partie 3 de cette leçon, qui sera la dernière partie. Bonne journée à tous!